chirurgien ophtalmologue et fondateur de la société Téméo, je reçois aujourd'hui le docteur Dinu Stănescu. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast, dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide les ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre, et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous découvrons un médecin multicasquette qui s'investit dans le développement de la téléconsultation en ophtalmologie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Dr Dinu Stănescu est mon invité aujourd'hui. Merci Dinu d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir parce que tu as un parcours particulier, donc on va en parler. Alors, tu es mon troisième Lillois presque d'affilée avec Vincent Dedès et Olivier Vavreil. Comme quoi, il y a un nid, a priori. On va en Jamais parler. 203. C'est ça, exactement. On va parler donc pas mal de choses. Évidemment, ton centre à Lille, Téméo, ta société de téléconsulte et téléexpertise. Mais avant tout ça, je vais te demander de te présenter succinctement. Bon, bonjour Sébastien, merci de m'inviter. Alors en pratique, moi je suis ophtalmologiste, j'ai trois casquettes. Donc je suis ophtalmologiste libéral, comme tu l'as dit, dans le centre Néo à la Madeleine. Je suis aussi praticien hospitalier attaché à la Pitié-Salpêtrière, où le professeur Bodagui m'a donné les fonctions de responsable de la recherche clinique. Donc en fait, je m'occupe principalement des protocoles de recherche qui impliquent des différentes molécules dans l'inflammation, le traitement de l'inflammation. Et j'ai créé avec Jean-Christophe Baudouin, qui est un informaticien génial, la société Téméo, qu'on a créée maintenant il y a presque 3 ans et qui a comme objectif la lutte contre les déserts médicaux et l'accès à la filière visuelle pour tous. D'accord, super intéressant, super d'actualité. Mais avant de parler de tout ça, on va revenir sur ton parcours parce que je crois que tu as fait tes études en grande partie à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, je suis belge, même si j'ai pas l'accent et que mon nom n'y fait pas penser. Donc, j'ai fait mes études de médecine en Belgique, d'emblée. Hein. Je n'ai pas fait la médecine parce que ça n'avait pas été en France. Je suis né en Belgique, j'ai fait mes études secondaires en Belgique, j'ai fait ma formation de médecine en Belgique. Et j'ai commencé ma spécialité en Belgique pendant 2 ans, mais je voulais quelque chose d'un meilleur niveau. Et c'est pour ça que je suis parti en fait à Paris. Donc, je suis resté 1 an dans le professeur chez Monsieur Le Wang à la Pitié-Salpêtrière. Puis j'ai passé 1 an à Créteil, chez Madame Soubrane. À l'époque, c'était Madame Soubrane et Monsieur Coscas. Et puis après, j'ai eu ce qu'on appelle une bourse de candidat-chercheur Fonds national de recherche scientifique. C'est l'équivalent du CNRS en, en France. Et je suis parti faire de la recherche pendant 2 ans à l'université de Zurich sur des souris. On avait induit un système d'induction de dégénérescence de la rétine induit par la lumière. On essayait de trouver des traitements pour sauver les rétines des souris, avec le petit problème dans ce modèle animal que la souris n'a pas de macula, et donc c'est difficile de pouvoir le mettre, le transposer à l'homme, qui bien sûr a une macula. Après, je suis revenu, j'ai travaillé chez Monsieur Sahel, où j'ai travaillé pendant 6 mois dans le service des maladies dégénératives de la rétine, et puis j'ai eu l'occasion d'aller au Moorfields, où j'y suis resté plus d'1 an et demi, où j'étais en fait fellow en rétine. Et donc j'ai fait 1 an et demi de fellowship au Moorfields, que j'ai continué par 1 an de fellowship de rétine chirurgicale au Canada. Je suis revenu encore en Angleterre et j'ai encore fait 1 an de fellowship de chirurgie de rétine au King's College de Londres. Et puis j'ai été ce qu'on appelle consultant, mais locum consultant, c'est-à-dire que c'est en fait l'équivalent d'un PH, mais pas en CDI, mais en CDD, en rétine médicale et en UV8 dans ce qu'on appelle le Charing Cross Hospital et le Western Eye Hospital à Londres. Et puis, je suis revenu en Belgique, où j'étais à l'Université libre de Bruxelles en néerlandais. Et puis après, finalement, j'ai rejoint Monsieur Bodagui, où je suis actuellement, et j'ai monté en parallèle une activité privée à Lille. Et donc, j'ai un peu glané tout ce que j'ai pu voir dans ces différents sites, c'est-à-dire l'Angleterre, le Canada, la Belgique, et essayer de voir comment je pouvais un peu tirer le meilleur des différentes pratiques dans mon cabinet privé et voir comment je pouvais l'appliquer dans la pratique de tous les jours. D'accord, donc du coup, ton cabinet, ton centre, que tu as appelé Néo à Lille, tu y pratiques, tout type de chirurgie. Quelle est ta spécialité et surspécialité? Alors moi, j'ai arrêté d'opérer. D'accord. J'ai arrêté d'opérer depuis le Covid, parce qu'on ne peut pas tout faire.
Et donc, j'ai des associés qui opèrent, notamment Caroline Arsan qui fait la chirurgie de la cataracte, et Nazim Adawi qui vient aussi opérer la cataracte sur un autre site qui est le site de Cambrai. En fait, on a deux sites qui dépendent de Néo, Cambrai et Lille. Et on est actuellement 5 associés. Voilà. Donc moi, ma spécialité, ben, c'est rétine médicale, un tropisme uveique, mais en consultation d'ophtalmologie de ville, c'est quand même pas un grand nombre de patients, et de la neuro-ophtalmologie que je pratique aussi en consultation à la Pitié-Salpêtrière. D'accord, très bien. Et donc du coup, tu as une autre activité, qui est, le fait d'être entrepreneur puisque, tu as créé la société Téméo, tu nous le disais. Est-ce que tu peux, nous expliquer en quoi ça consiste? Quel est l'objet finalement de cette société? Alors, comme son nom l'indique, TMEO, c'est l'acronyme pour Télé-Expertise Médicale en Orthopsie et Ophtalmologie. Donc, initialement, l'objectif, c'était de mettre en lien les orthoptistes et les ophtalmologistes. Et c'est typiquement quelque chose que j'ai vu dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire finalement essayer de tirer le meilleur de chacun des personnes qui travaillent dans la filière visuelle. C'est-à-dire, on ne va pas mettre un ophtalmologiste à faire des examens de la vue ou faire des tests je veux dire, assez répétitif. Par exemple, pour te donner une idée, en Angleterre, les injections intravitréennes sont réalisées par les infirmières. Elles ne sont pas réalisées par les ophtalmologistes. Alors, ça pourrait choquer, mais c'est pour expliquer que l'état d'esprit, c'était de se dire, bah, finalement, travaillons ensemble, main dans la main avec les paramédicaux, et les paramédicaux qui ont pignon sur rue en France, c'est les orthoptistes, faisant en sorte que les orthoptistes puissent travailler au mieux de leurs conditions dans le cadre de la légalité, puisque nous, ce qu'on fait, c'est que principalement, on décline le protocole Muren, qui autorise les patients de 6 à 49 ans à être vus en accès direct dans les cabinets d'orthopsie, et à condition, bien sûr, qu'ils soient supervisés par un médecin. Et donc, le médecin, c'est l'ophtalmologiste. Le problème que j'avais rencontré, et c'est là où tout a commencé, c'était de savoir mais comment je vais faire pour avoir un logiciel qui me permette de suivre ce que fait l'orthoptiste de façon simple, facile, et qui me permette aussi de pouvoir faire en sorte que le patient reçoive une ordonnance de façon sécurisée. Et les 4 logiciels métiers que j'avais à disposition, en fait, ne me donnaient pas satisfaction. Ils me disaient, bah, fais un VPN, fais ceci, fais cela. Et ça me prenait 1 à 2 minutes pour valider un dossier, ce qui était extrêmement long et ce n'était pas intéressant parce que l'objectif pour moi, ce n'était pas tellement de valider du patient pour valider du patient. Mon objectif, c'était de répondre à la demande des patients qui venaient de loin et qui ne voulaient pas, du coup, se taper la route jusque Lille, parce qu'on avait quand même des patients qui viennent de Maubeuge, de Lens, de Dunkerque. Deuxièmement, c'est souvent des patients qui ont moins de moyens. Donc finalement, l'avantage du protocole Muren, c'est du tiers payant intégral, donc il n'y a pas de reste à charge pour eux, donc ça leur permettait finalement d'être vus en payant rien. Et du coup, l'idée, c'était finalement qu'ils soient vus près de chez eux, sans payer et plus rapidement. Et de garder que seulement ceux qui ont vraiment besoin d'un ophtalmo, c'est-à-dire ceux qui ont en général un tiers des glaucomes ou d'hypertonie oculaire, un tiers, c'est souvent une baisse de vision qui doit être explorée avec possiblement une cataracte, et un autre tiers qui est un peu un fourre-tout, où on a des œdèmes de papilles ou des faux œdèmes chez les enfants, des grains de beauté, des pathologies rétiniennes, des mélas ou du diabète. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que ces patients-là arrivent au cabinet. Et donc, avec Jean-Christophe, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a maintenant 23 ans, c'est vraiment un geek d'informatique, il code depuis l'âge de 11 ans. C'était mon partenaire de tennis aussi. Eh bien, on a développé ce logiciel et on en a fait un logiciel qui est très, très simple d'utilisation, puisque pour valider un dossier d'un patient quand il va bien, c'est réduit à sa plus simple utilisation, c'est juste un seul clic. Donc, tout apparaît sur l'écran en mode paysage. Et donc, si tout va bien, on clique valider et ça envoie automatiquement une notification au patient. Le patient reçoit sa notification ou par SMS ou par email, qui l'invite à se connecter sur un site sécurisé avec le QR code qu'il a reçu lors de la consultation chez l'orthoptiste, ou alors avec sa date de naissance, son nom et son prénom, mais qui sélectionne dans un menu déroulant avec maximum 3 possibilités. C'est-à-dire qu'après, s'il rate, ben en fait, ça bloque pour éviter qu'un robot vienne, entre guillemets, sucer l'information. Et ça lui génère un rapport avec un compte-rendu médical et une ordonnance, ou un rapport en lui disant, écoutez, là, il y a un souci et il faut que vous consultiez parce qu'on a trouvé un problème avec un degré d'urgence selon le problème qui a été identifié. Voilà comment fonctionne Temeo. Alors, au départ, j'ai commencé en proof of concept. Donc, ça, c'était en 2019. Donc, ça fait déjà longtemps, ça fait 5 ans. Donc, il y a 5 ans, j'ai commencé avec un site qui est sur la Bassée, qui est à une quarantaine de kilomètres de Lille. J'ai contacté un orthoptiste qui s'appelle David Mera et j'ai dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse de commencer avec moi? L'idée, c'est que toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas exposer ton temps, tu vas risquer, entre guillemets, de travailler pour rien.
Moi, le risque que je prends, c'est que je vais louer un local, je vais mettre à disposition des machines, on a trouvé un logiciel et on voit si ça prend. Et en fait, il a rempli, on a commencé, pour être précis, vers le 15 janvier. Et je crois que déjà, l'avant-veille, on était déjà plein sur Doctolib sur un mois et demi. Et on a mis plus de 5 mois à faire en sorte que la Sécu puisse en fait encoder le code qui était RMN dans le système de logiciel de paiement, tellement c'était encore novateur à l'époque. Donc au début, on a fait des feuilles de soins papier parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et donc, on a commencé comme ça et on a fait 5 sites. Donc, on a fait Labassé, on a fait Orchy, on a fait Steenwijk, on a fait Armentières, on a fait Saint-Omer. Et à la fin, bah, on a vu que ça marchait bien. Et après, j'ai été approché par d'autres personnes qui m'ont dit, mais ouais, mais ton logiciel, il est bien, il pourrait être utile à autre chose que simplement ta région. Pourquoi tu ne veux pas le développer sur le reste de la France? Et c'est comme ça que Téméo est né et qu'on a commencé avec Fabien Cordet, qui est l'ancien directeur de Métrovision, qui est aussi un Lillois, et qui m'a rejoint. Et on a commencé à 3, on a commencé avec un alternant, et maintenant on est 8 personnes, et on travaille sur toute la France. On a 120 orthoptistes qui travaillent avec nous pour Téméo. On en a même dans les DOM, on en a à La Réunion, et on continue à se développer. Et maintenant, on s'attaque aussi aux maisons de retraite, aux résidences seniors et aux EHPAD. Parce que là, il y a vraiment un réel besoin et il n'y a pas beaucoup de professionnels de la santé visuelle qui se déplacent dans les EHPAD. Donc, c'est aussi, en fait, l'idée, c'est de rendre la filière visuelle accessible pour tous. Les enfants, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui sont dans les déserts médicaux ou les gens qui sont captifs simplement parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et que personne ne vient les voir. D'accord, donc au tout départ, si je résume, tu crées finalement un logiciel dont tu as besoin pour tes secondaires, hein, plus ou moins, même si c'est pas un secondaire dans le sens où tu ne vas pas y aller, c'est une collaboration avec un orthoptiste. Et puis derrière, vu le succès finalement et le fonctionnement qui est vraiment adapté à cette fonction-là, et ben, du coup, désormais, tu vas vendre ce logiciel à l'ensemble des orthoptistes. Mais est-ce que les orthoptistes doivent venir avec l'envie d'avoir ce logiciel pour est-ce qu'elles peuvent se servir de ce logiciel pour faire leur activité libérale, donc rééducation et éventuellement du protocole, ou alors est-ce que c'est vraiment que pour le protocole? Alors, la version 1, 2 et 3 du logiciel faisait que de la télémédecine. Et depuis quelques mois, on a un logiciel qui est totalement orthoptiste. Donc, c'est un logiciel d'orthopsie adossé à Médoc, qui est un terminal qui permet de faire le paiement et la lecture de carte vitale et du coup de pouvoir travailler en mode pour pouvoir gagner de leur vie avec le logiciel. Puisqu'aujourd'hui, les orthoptistes, généralement, ce qu'ils ont, ce sont des logiciels de paramédicaux qui font le mode de paiement, la télétransmission, mais qui ne sont pas adaptés à l'orthopsie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des abacs d'orthopsie. Surtout, ils ne sont pas connectés aux machines d'ophtalmologie, parce que tous nos logiciels sont connectés à pratiquement 95% des machines d'ophtalmologie, en tout cas les plus fréquentes. Donc, on ne va pas être connecté à des machines chinoises, mais on va être connecté à Topcon, avec Nidec, avec Luno, avec Rodenstock. Donc, de ce côté-là, on est connecté. Donc, ça leur permet, un, d'aller plus vite, deux, de sécuriser les données, parce qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. On est connecté aussi à Doctolib, donc forcément, ça donne un agenda qui est connecté à Doctolib, ce qui n'est pas le cas non plus des logiciels, des paramédicaux, ils doivent tout retranscrire à la main. Donc il y a un gain de temps, il y a un gain d'efficacité, et il y a aussi un gain de sécurité. Et en plus, il y a le logiciel de télémédecine. Donc maintenant, on offre les trois. Alors, on n'impose pas le logiciel d'orthopsie, donc on a le logiciel de télémédecine, et s'ils souhaitent avoir le logiciel d'orthopsie, à ce moment-là, on leur met à disposition aussi. D'accord, comme une option, très bien. Et du coup, quand ils t'appellent pour travailler en télémédecine, est-ce que tu leur fournis le médecin lecteur ou c'est eux qui doivent venir avec, plus ou moins? Alors, toutes les formules sont possibles. C'est-à-dire que le service Téméo, ce n'est pas qu'un logiciel. Ça peut être le logiciel s'ils ont, comme tu viens de le dire, déjà un ophtalmo collaborateur, mais ça va du logiciel à la mise en relation avec un ophtalmologiste lecteur et éventuellement et aussi un ophtalmologiste receveur, puisqu'on sait que dans le cas du protocole Muren, on a 5 à 10% des patients qui vont avoir besoin d'être quand même vus par un ophtalmologiste. Et il faut qu'on puisse pouvoir offrir la possibilité aux patients d'être vus par quelqu'un. Ce n'est pas lui dire, bah, écoute, on a trouvé chez vous une hypertonie oculaire, débrouillez-vous. Non, on leur propose un ophtalmologiste qui va pouvoir les recevoir dans un délai raisonnable par rapport à leur pathologie. Donc ça, on le fait aussi. On fait les démarches ARS parce qu'on a modifié le logiciel récemment qui permet d'automatiser les démarches ARS pour que ça soit beaucoup plus simple quand ils nous envoient les dossiers pour que ce soit presque automatisé auprès de l'ARS, parce qu'en fait, c'est des binômes orthoptistes, ophtalmo.
Et on va même encore plus loin. S'ils n'ont pas les machines nécessaires, puisque comme tu le sais, les orthoptistes, généralement, ils font de la réfraction, de la rééducation. Ils n'ont pas forcément un tonomètre à air ou une caméra magnétique. On a, nous, obtenu des enveloppes de leasing auprès de banques qui nous permet en fait de prendre le leasing à notre nom et de mettre à disposition les machines qui manqueraient à l'orthoptiste pour qu'ils puissent démarrer la télémédecine, moyennant deux conditions, un nombre de patients suffisant par mois et une rétrocession un peu plus importante pour que nous aussi, on puisse s'y retrouver et que finalement, et en lui laissant un certain temps, ce n'est pas dès le premier mois, on lui laisse 3 mois pour monter en puissance, le temps que l'activité prenne, pour qu'il puisse finalement ne pas entre guillemets, prendre le risque initial de devoir investir à peu près 20 000 euros pour l'achat des deux machines. D'accord, ça c'est le programme Envol, c'est bien ça? Alors, en vol, je ne sais pas si ça s'appelle en vol. Pourquoi tu Ouais, dis en c'est ce que vol? j'ai vu sur le site, ouais. Ouais, Ok, alors Fabien et adore les noms, d'accord. enfin, moi, en vol ou all-in-one, ou enfin, clé en main, enfin voilà ça. D'accord. Ok. Je me posais une question. Là, comme tu le sais, il y a la cotation orthoptiste AMY8.7, donc du coup la primo-prescription de lunettes et de lentilles sans supervision d'un médecin qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, Est-ce que ça change quelque chose pour toi ou pas du tout? Alors, en pratique, pas grand-chose. À ce sujet-là, en juin, j'ai présenté à l'EFO, c'est les entretiens francophones d'orthopsie, une session qui s'appelait 10 dixième P2. Qui voulait bien dire ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire, en gros, vous avez des patients à 10 dixième P2, vous pensez que tout va bien. Et en gros, vous savez, il y avait des cadres où il ne fallait pas dépasser plus 3 dioptries de Ouais. sphères et autant de cylindres. Et donc, j'ai pris des exemples pris dans notre base de données, où on voit en fait des patients qui finalement ont 10 dixième P2, où ils ont un œdème papillaire et en fait, derrière, ils ont une tumeur intracérébrale, où ils ont un mélanome oculaire qui n'a pas été diagnostiqué parce qu'on voit juste un bout de pigment et en fait, quand on fait un grand champ, on trouve un mélanome, ou on trouve un décollement de rétine chronique, ou simplement, ils ont 45 de tension oculaire et ils n'ont pas de symptômes. Et donc, tous ces cas-là sont des cas où finalement, ils ont 10 dixième P2 et où, a priori, s'ils faisaient de la primo-prescription, ben, ils seraient entre guillemets, tranquilles. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas vraiment peur du 10 dixième P2, puisqu'au final, l'un dans l'autre, avec notre formule, 10 dixième P2 ou ce qu'on leur propose, ils arrivent à peu près au même tarif pour eux, avec l'inconvénient pour eux qui doit faire une photo du fond d'œil, une prise de tension, mais avec l'énorme avantage qu'ils sont couverts par un acte médical et qu'il y a un médecin qui a validé leur dossier. Donc, je pense que c'est une prise de conscience à prendre auprès des orthoptistes. Lors des entretiens de l'EFO en juin 2023, il y avait beaucoup de jeunes. Et là, ils ont réalisé qu'effectivement, 10e P2, ce n'est pas si anodin que ça. 10e P2, ça peut être plein de choses. Alors, il y a une éducation à faire. Je sais aussi que on en parle avec Mme Brémond-Gignac et Adil Maftoui qui organisaient les entretiens pour envisager peut-être de faire des sortes d'extensions des qualités, des dérogations, enfin, des extensions des, euh, des droits, j'ai plus le terme qui me vient à l'esprit pour les orthoptistes, qui étaient plus de délégation Délégation. de tâches, oui, mais en compensation d'études plus longues qui en fait les valideraient un certain degré qui permettrait à ce moment-là de se dire, ben voilà, s'ils font ça, ils n'ont pas fait 3 ans, mais ils en ont fait 5 par exemple. Et ils savent que devant telle image, devant tel patient, tel symptôme, ils doivent avoir la puce à l'oreille. Parce que Ouais, ça beaucoup ressemble un petit d'orthoptistes. peu. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils font en Angleterre, où les optométristes, eux, vont avoir le droit de faire du suivi de glaucome, faire des choses comme ça, grâce à leur Bac+5, justement. Ben, exactement, tu parles d'Angleterre. Moi, quand j'étais au Moorfields, moi, les sessions du mercredi soir, on travaillait avec Jonathan Dollar, qui était le consultant en diabète, et moi, et on avait 5 optométristes qui travaillaient avec nous. Et donc, en fait, ils faisaient du screening avec nous, on faisait tous les patients, et ils nous appelaient quand ils avaient un problème. Mais en fait, ils étaient, même pour certains, plus forts que certains ophtalmologistes français, parce qu'ils faisaient que du diabète 2 fois par semaine, et qu'ils étaient rompus à cet exercice. D'ailleurs, en Angleterre, le diabète, ce qu'ils appellent les reading centers, ce sont des centres où en fait, ce n'est pas des ophtalmos qui sont dedans, ce sont si tu veux, des centres où les patients vont faire des dépistages du diabète, où des gens sont formés juste pour faire des diabètes avec différents degrés de reader. Et donc, il y a reader grade 1 et tout. Et quand le 1 ne sait pas, c'est le 2 qui voit. Et quand le 2 ne sait pas, ils sont à 2 à déterminer s'il y a besoin ou pas de référer à l'ophtalmo. Et enfin, s'ils ne savent pas, ils envoient à l'ophtalmo. Puisque chez eux, ils ont 715 ou 750 ophtalmos versus 5000 chez nous en Angleterre. Et qu'une des sources des patients qui viennent en ophtalmo, c'est les optométristes. Ils
peuvent pas se permettre de voir tous les référents des optométristes. Donc, les optométristes ont vraiment un rôle où ils doivent déjà faire un rôle de filtre et savoir décider en âme et conscience. Et oui, ça, c'est vrai que là-bas, ils ont choisi le système finalement de déléguer énormément pour garder uniquement finalement la partie chirurgie quasi essentiellement. Chirurgie et médicale. Il n'y a pas de boîte de verre dans un service d'ophtalmologie en Angleterre, hein. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de. Ils font la réfraction avec un trou sténopédique et c'est les infirmières qui font lire. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça que ça marche. Après, euh, je ne sais pas si tu connais un peu la situation en Angleterre. Ils ont 7 millions de patients qui attendent d'être vus dans le NHS, toutes spécialités confondues. Et la première spécialité qui souffre de l'attente, c'est l'ophtalmologie. Donc, ils ont aujourd'hui 700 000 patients qui attendent d'être vus en ophtalmologie pour un rendez-vous avec un ophtalmologue. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont eu un rendez-vous en ophtalmologie et qu'ils attendent d'être revus. Alors, avec le Covid, ça n'a pas facilité les choses. Et puis, il faut savoir qu'un ophtalmologiste anglais, ça voit 12 patients par demi-journée, quoi qu'il arrive. Et ça travaille maximum 3 à 3 demi-journées, 3 journées et demie par semaine, puisqu'il a généralement une demi-journée de chirurgie et 2 journées administratives, demi-journée administrative, où il est supposé avoir ce qu'ils appellent du non-clinical contact avec les patients. Donc en réalité, il tourne en général, 3 fois 25, donc 75 à 80 patients par semaine par ophtalmo. Donc Eh oui. forcément, ils n'arrivent pas à répondre à la demande. C'est ça. Donc, tu sais que notre système, on a beau le critiquer parfois, il est quand même très, très en place, notamment pour l'ophtalmologie. On l'a vu avec la réduction des délais. Finalement, quand on est un patient français, avec en plus le fait de pouvoir accéder, que ce soit avec des médecins en secteur 1 ou dans des centres santé où, beh, il y aura pas de dépassement d'honoraires, finalement, on n'est pas si mal que ça. Alors, c'est vrai que du coup, avec le fameux remboursement des verres, puisqu'en fait, on a ces 16 millions de 16 millions de prescriptions de lunettes qui sont réalisées chaque année, on a 16 millions de personnes qui veulent absolument avoir le droit d'être remboursées et qui vont aller voir un ophtalmo pour pouvoir avoir droit au Graal de l'ordonnance et pouvoir être remboursés. Du coup, ils vont avoir typiquement le dépistage de la tension oculaire et généralement une photographie du fond d'œil. Avec un bémol quand même avec les centres de santé, tu le connais, enfin, je ne vais pas non plus. Je pense que l'idée de base des centres de santé, elle est noble, faire en sorte que les patients qui n'ont pas les moyens puissent être vus dans les centres de santé, mais je pense qu'elle a été énormément dévoyée et qu'actuellement, les centres de santé, malheureusement, ne sont généralement pas aux mains d'ophtalmologistes, mais aux mains de personnes dont la finalité primaire est de faire de l'argent et pas de faire le bien du patient. Donc, voilà. Non, c'est sûr que à la base, le centre de santé est une aide forcément pour le patient et pour le bassin médical. Mais lorsqu'on voit un centre de santé qui arrive à Paris ou à Lyon, bah, il y a un problème. Parce que logiquement, on est censé plus aller chercher le patient en campagne. Et là, il y a une vraie logique. Ok, bah justement, on parlait du système français par rapport au système anglais. Je crois que tu t'investis également dans l'humanitaire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, je me suis investi par le passé en allant dans différentes missions en Afrique. Donc, j'avais commencé avec une association qui s'appelle Voir la vie, qui est une association à la base marseillaise. Donc là, j'avais été en Guinée-Conakry, là où on faisait des missions de chirurgie de cataracte et on formait les ophtalmologistes sur place. J'en ai fait encore quelques-unes aussi au Kenya avec une mission qui s'appelait le Christopher and Blinden. Ce sont des missions humanitaires allemandes, chrétiennes. Donc, c'est toujours intéressant de voir, entre guillemets, ce qu'on peut faire en Afrique. Mais le problème principal de l'Afrique, c'est le manque de praticiens. Là où nous, on tourne autour de 1 pour 10 000 habitants, en niveau un patient, un ophtalmo pour 10 000 habitants, en Afrique, on tourne pour un ophtalmo pour à peu près 1 million d'habitants. Et généralement, ces ophtalmologistes-là sont concentrés sur la capitale ou sur les 2 grandes villes du pays. Donc, ce qui veut dire que dès qu'on sort du monde urbain, le monde rural est complètement dépourvu. Euh, un pays qui parce que tu sais quelle est la première cause de cécité en Afrique? Enfin, la première cause de malvoyance en Afrique? Non. Eh bien, le port de lunettes. Ah oui. Donc, ça paraît, on s'imagine des pathologies, mais en fait, les 2 premières causes, c'est l'absence de vis de réfraction et l'amblyopie chez les enfants. Donc, ce qui chez nous paraît banal, en Afrique, si on parvient déjà simplement à faire en sorte que les Africains puissent avoir quelqu'un qui leur corrige les lunettes, les verres, enfin la réfraction à l'âge adulte ou avant qu'ils soient dépassé l'âge de l'amblyopie à 8 ans, on rendrait énormément de services en Afrique. Et après, c'est la cataracte et puis le trachome. L'Inde, qui est un pays qui a quand même plus d'1 milliard, 1,5 milliard d'habitants,
parvient aujourd'hui à endiguer la malvoyance avec un système très, très organisé, où ils ont d'abord des ophtalmologistes qui sont extrêmement bien formés, très bien éduqués, très, très bons, du même niveau que les Anglais, mais avec un nombre incroyable, avec la même école, la même rigueur, avec des volumes de chirurgie qui sont démentiels. Vous avez des ophtalmos là-bas qui vont opérer 100 cas par jour pour un ophtalmo. Euh, et derrière, des systèmes où ils vont dans les villages et ils vont en fait faire des missions de dépistage dans les villages et ils vont ramener en camion des centaines de patients qui vont loger dans des immeubles où il y a juste en fait le béton sur le sol, de quoi leur donner de quoi leur donner à manger, de quoi se laver. Et puis au bout de la semaine, en fait, ils ont opéré tout le monde et ils ramènent dans le village. Et comme ça, progressivement, ils parviennent à endiguer la cataracte avec un coup d'implant, parce que l'implant intraoculaire, il est fait par Orolab, par exemple, dépendant du système Aravind, où l'implant va coûter 5 euros. Et c'est des implants de qualité, la chirurgie est belle, et c'est de la chirurgie, c'est de l'extra-capsulaire avec une méthode spéciale sans suture, où la chirurgie dure entre les mains d'un ophtalmo indien spécialisé 3 à 4 minutes. Ah ouais. Donc il y a moyen, quand on y réfléchit, de translater ça en, en Afrique. C'est ça, Cuba, tu me disais, le problème, c'est le manque de chirurgiens, finalement. Puisqu'on en discutait aussi avec Camille Rambaud, qui fait également pas mal d'humanitaire, et qui disait que le but de l'humanitaire, finalement, n'est pas forcément de passer une semaine, d'aller opérer des cas et puis de repartir, mais peut-être c'est de formé. transmettre un minimum, exactement. Apprendre à pêcher, oui. Apprendre à pêcher. Mais le médical, on est très focalisé sur le chirurgical, mais ce n'est pas la première cause de malvoyance là-bas. Par exemple, il y avait une très, très belle initiative de MSD avec le River Blindness qui ont offert l'ivermectine. Et ils ont comme ça, ils ont endigué la cécité des rivières en offrant l'ivermectine aux patients africains. Et la leucocercose a pratiquement, en tout cas énormément diminué grâce à l'ivermectine. Donc il y a des choses qui peuvent être faites en humanitaire en Afrique qui ne doivent pas être tellement de l'ordre technique de la chirurgie. On pourrait déjà aider beaucoup d'Africains simplement en les dépistant, en leur faisant un test de la vie, en leur proposant des lunettes. Il y a par exemple un physicien anglais qui a, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais c'est assez intéressant, qui a créé des lunettes, en fait, où l'indice de réfraction des lunettes se règle au niveau d'une vis. Et donc, du coup, en fait, ils font la mise au point eux-mêmes. Et comme l'indice de réfraction change à mesure qu'ils tournent la vis, ben, du coup, ils voient plus ou moins net, plus ou moins flou. Et ils arrivent, alors dans une certaine mesure, hein, bon, si on est astigmate d'autant, je ne connais plus les détails, mais du coup, avec ces lunettes-là, ils équipent les gens pour qu'ils puissent voir et ils revoient. Comme des jumelles, finalement. Comme, ouais, comme une mise au point à jumelles, mais avec une petite vis sur la lunette. Alors, c'est pas du plus bel esthétique, mais bon, quand on est on est myope de -5 et qu'on peut voir, ça change la vie, quoi. Ouais, ouais, ça. Donc déjà, commencer par la base, par la fraction, et puis la chirurgie, on verra après, quoi. Logique. Bah, ouais, ouais, et puis en fait, il y a énormément d'amblyopes. Les enfants sont pas contrôlés à temps, quoi. Donc c'est Ouais. vraiment, ça commence, on va dire, à partir de 5 6 ans, quoi. D'accord, très bien. Est-ce que ça, on peut imaginer que, parce que le problème, c'est évidemment est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, grâce à une webcam, on puisse justement voir ce type de patients, alors que ce soit en France, dans les campagnes, mais également, ben, forcément, ça ouvrirait la possibilité de les voir dans des pays sous-dotés comme ça, ou est-ce que ça reste quand même très compliqué? Bah, la webcam ne permettra pas de mesurer la tension, ne permettra pas de regarder leur fond d'œil. Donc, je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir des appareils. Maintenant, par exemple, les autoréfractomètres sont devenus tellement perfectionnés qu'on pourrait presque se dire qu'avec un autoréfractomètre de qualité, on a une réfraction subjective qui est pratiquement identique. Et que finalement, entre leur donner, je veux dire, la réfraction subjective basée sur l'autoréfractomètre ou rien, c'est beaucoup mieux. Prendre l'attention et faire une photo du fond d'œil, bah déjà, avec ces trois éléments-là, on est déjà très loin. On peut faire aussi une photo de l'avant de l'œil, parce qu'il y a quand même beaucoup de pathologies du segment antérieur. Il y a le trachome et la cataracte. Et c'est pas très, très difficile. Les Japonais ont développé une application qui se clipse sur un téléphone et qui permet de prendre des photographies du fond d'œil pour pas cher. Donc, en réalité, il y a moyen de faire cela assez facilement. On peut le faire aussi avec des appareils qui sont clipsés sur le téléphone pour la photographie du fond d'œil, mais le problème, c'est qu'on voit vraiment que le nerf optique, c'est très, très limité au niveau du champ. On est vraiment sur un champ très, très limité. Il faut quand même au moins, je dirais, 55-60 degrés de champ pour avoir accès à un peu le pôle postérieur, un peu plus au-delà des arcades temporales. D'accord, donc on le voit, la technologie a énormément évolué en ophtalmologie, ce qui en fait une spécialité passionnante. Comment est-ce que tu vois, toi, l'évolution de l'ophtalmo, disons, dans 10 ans? Alors, je pense que de plus en plus, on va avoir une organisation, si on s'en rapproche, hein. Bon, on a vu comment était l'ophtalmologie il y a 10 ans.
par rapport au travail aidé. Mhm. Il y a 10 ans, le travail aidé, c'était quelque chose qui était assez peu répandu. Moi, quand j'ai commencé à Lille, j'ai commencé tout de suite avec des orthoptistes. On était deux fils avec des orthoptistes. Aujourd'hui, maintenant, je pense que d'ici 10 ans, il y aura une sorte de systématique complète pour tout patient qui vient. En fait, ce sera un peu algorithmé. Un enfant, il aura d'office ceci, cela. Un adulte entre tel âge, il aura ceci, cela. Avec une tension, et ça commence déjà à être le cas. Mais je pense que petit à petit, et j'espère que le gouvernement prendra la mesure de cela et permettra par exemple, comme tu le disais tout à l'heure avec les optométristes en Angleterre, de travailler sur le glaucome et sur des pathologies qui sont finalement très chronophages ou où on n'a pas d'accès, de laisser plus de prérogatives à des paramédicaux, toujours sous supervision médicale, pour pouvoir avoir une prise en charge qui concerne tout le monde. Typiquement, le glaucome chronique qui va bien, ben, le champ visuel. En fait, l'OCT, par exemple, ce qui manque encore aujourd'hui, c'est l'OCT. C'est l'OCT qui pourrait être, entre guillemets, pris en charge par la Sécu à distance. Ça, ce serait un grand plus. En Angleterre, ils le font déjà. C'est-à-dire que vous avez ce qu'ils appellent aussi des cliniques où finalement, vous ne voyez pas le patient. C'est-à-dire, vous arrivez en fait devant votre ordinateur et ils ont fait l'OCT, ils ont fait les photos, ils ont fait tout ce qu'on fait en consultation glaucome. Et le médecin regarde et puis il reconvoque ou ne reconvoque pas le patient. Et donc, ça évite, finalement, pour des choses assez simples qui sont assez. Parce que finalement, l'ophtalmologie est assez répétitive, assez algorithmique. Et on peut, pour beaucoup de pathologies, répéter cette séquence et la rendre efficace, quoi. Ouais, bien sûr, et ça rentre aussi dans le cadre d'une certaine écologie, où en fait, on va essayer de limiter énormément le Non, déplacement des gens. alors, D'accord? il y a aussi l'IA qui va, alors, je ne dis pas qu'elle va elle va pas supplanter le médecin, mais elle va sécuriser le diagnostic. C'est-à-dire que là où l'ophtalmo va penser, par exemple, que tout va bien, bah, il va lui dire, tiens, attention, petite red flag, fais attention, ici, le nerf optique, il m'a l'air suspect, ce n'est pas un nerf optique classique, ça fait plus penser à un glaucome. Ah oui, c'est vrai, ok, ou c'est tout à fait faux, c'est délirant. Mais il y aura cette aide en plus qui va permettre, je pense, d'avoir moins de ratés, en tout cas via la télémédecine. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont penser que le problème de l'IA, c'est qu'il faut quelqu'un qui la paye finalement? Parce que ce red flag, en fait, il n'est pas donné gratuitement. Il faut entraîner une intelligence artificielle qui va être capable de donner justement ce red flag ou green flag. Et donc, du coup, qui va payer finalement cette techno? Oui, mais c'est quoi l'alternative, hein? C'est ça. L'alternative, c'est de payer quelqu'un qui le fait et qui le fait en réel. Donc, qu'est-ce qui coûte plus cher aujourd'hui? De mettre un orthoptiste ou un ophtalmo qui va lui mesurer la tension, qui va lui se rendre compte que la tension est à 25, qu'il faut se poser la question de éventuellement est-ce qu'on recontrôle la tension avec un tonomètre de Goldman ou est-ce qu'on fait revenir le patient pour recontrôler la tension dans quelques semaines, voir si elle est aussi élevée, ou finalement on se base sur un système d'IA qui dit bah, tiens, à 25 avec tel papy, bah, c'est une papy à risque, on reconvoque, ou on dit bah, vous revenez pour refaire l'attention. L'alternative, c'est aussi le voir dans l'autre sens, parce que ça coûte aussi de l'argent. Donc, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. à un moment donné, il y a une logique économique, hein, Alors, de toute façon, je veux dire, il y a pas de, comment dire, de décision ou de système qui soit. Il n'y a pas de meilleur que d'autres. Il faut juste essayer. Moi, c'est ce que je fais un peu avec mes voyages à l'étranger. C'est essayer de voir ce qui était bien dans chaque pays et d'en tirer le côté positif. L'Angleterre a plein de choses qui sont négatives dans leur système. Ils ont beaucoup plus d'aveugles, forcément, ils dépistent beaucoup moins de glaucome. Donc, je ne dis pas que dans le système anglais, tout est bien, mais il faut essayer de trouver ce qui fonctionne dans un pays et ce qu'on peut appliquer dans l'autre. C'est ça que Bien sûr. j'essaie de faire, en tout cas. D'accord, très bien. Écoute, dernière question. Euh, Quel conseil tu donnerais à un jeune ophtalmo français qui souhaite s'installer? Alors, s'installer d'abord seul ou pas seul? Ah, justement, ça fait partie de la question. Est-ce qu'il doit s'installer plutôt seul, plutôt en groupe? Qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, ça dépend de la personnalité des gens, mais je pense qu'aujourd'hui, s'installer seul, c'est extrêmement difficile. Il y a tellement en fait, aujourd'hui, on n'est pas formé dans le cadre de nos études à avoir un cabinet d'ophtalmologie. On est formé à répondre à la demande des patients. On ne connaît rien sur l'aspect RH, on ne connaît rien sur l'aspect comptabilité, on ne connaît rien sur l'aspect fiscalité. L'aspect achat de machines, etc., bah, il y a un peu de bon sens à avoir. Mais forcément, tout seul, quand vous arrivez la première fois, il y a trop de choses à gérer. Donc, honnêtement, c'est beaucoup plus facile et je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour un ophtalmologiste de faire son métier. Sauf si c'est leur plaisir. Il y a toujours parmi certains, des gens qui préfèrent être
Il y a toujours un ophtalmo qui est plus IT que d'autres, qui va adorer faire de l'IT. Il y en a un qui va plus préférer faire de la techno et toucher aux machines, l'autre qui va être plus manuel, qui va faire de la chirurgie. Mais forcément, l'avantage dans un groupe, c'est qu'on peut finalement y trouver sa place et un peu diminuer ces contraintes, avec l'inconvénient qui est bien sûr qu'on est dans un groupe, on ne peut pas ce qu'on veut. Mais seul, aujourd'hui, c'est très, très difficile. Donc, je lui conseillerais de s'installer dans un groupe et puis de trouver sa place dans un groupe. Je pense que de plus en plus, aujourd'hui, c'est ce vers quoi on va, avec finalement des groupes qui sont dans une espèce de zone centrale et des cabinets périphériques qui sont en quatre coins cardinaux et qui ramènent des patients et qui font que chacun, finalement, il trouve son compte. D'accord, très clair. Eh bien, écoute, dis-nous, merci beaucoup pour ce temps passé avec moi et passé avec notre auditoire. On a appris plein de choses. Je te souhaite longue vie à Téméo. Et puis, Merci, on se Sébastien. recroisera sûrement avec tous les développements qu'il y aura par la suite. Merci. Avec grand plaisir pour un Téméo version 2. Voilà, à bientôt. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses. Cette immersion dans l'univers de la téléconsultation est déjà passionnante, mais nous réserve probablement encore bien des surprises. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.